Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'outils de simulation d'attaque avec Arnaud Lemaine, qui est le patron de la société Aerium. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et Pierre Texier, qui est le directeur technique de cette même société. Bonjour. Bonjour Pierre. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Arnaud, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc, je m'appelle Arnaud Lemaine, je suis un des fondateurs et directeur général d'Aerium. Moi, je travaille dans la sécurité, dans la cyber, depuis que je suis sorti de l'école, il y a une petite quinzaine d'années, sur le champ de la sécurité opérationnelle. Pierre ? Donc, Pierre Texier, je suis le directeur technique d'Aerium. J'interviens depuis une quinzaine d'années en audit et conseil technique en cybersécurité. Et je pilote aussi maintenant les solutions que nous développons chez Aerium. Alors, nous allons parler de solutions de type BAS, donc BAS pour Breach and Attack Simulation. Quel est le problème que résout ce type de solution ? Pierre, je me lance. Vas-y, Les BAS, c'est une catégorie qui est assez récente dans les solutions de sécurité. Si je ne me trompe pas, le Gartner l'a identifié il y a à peu près 2 ans. On a eu le premier Magic Quadrant qui fait apparaître les différentes solutions. Le principe, c'est dans le nom, alors c'est en anglais, mais si on le traduit en français, c'est des brèches et simulations d'attaque. Le principe, c'est de générer, de reproduire ce qui ressemblerait le plus à des attaques cyber dans des conditions réelles sur des environnements de clients pour tester la capacité de ces environnements clients à détecter et à réagir à des attaques de sécurité informatique plus ou moins complexes. Et donc alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Le principe, c'est de pouvoir reproduire de façon très lisible pour des analystes cybersécurité, par des événements de sécurité bien déterminés, le séquencement et les différentes phases d'une attaque cyber sur des infrastructures. Ça, c'est le principe des BAS. Après, le BAS dont on va vous parler aujourd'hui a des caractéristiques et des fonctionnalités de paramétrage spécifiques qui permettent vraiment d'affiner la nature et le type d'événements de sécurité et de scénarios d'attaque qu'on va reproduire. Et donc le but ultime, c'est quoi ? C'est de faire progresser sa défense ? Qu'est-ce que c'est ? Le but, c'est de tester les solutions de sécurité. Alors toute l'organisation, toute la chaîne de la sécurité opérationnelle qui va inclure les solutions de détection, les bonhommes qui vont opérer, superviser ces solutions de détection, qui auront la tête sur les consoles et qui verront les événements popper devant eux. Et de tester toute cette organisation dans des conditions qui sont les plus proches possibles du réel, en lançant des événements spécifiques, manifestement malveillants, tout ça évidemment dans des conditions de sécurité optimales, pour se rapprocher le plus possible de ce qui pourrait se passer dans des conditions réelles et s'assurer que toutes les technos, toutes les mesures de sécurité réagissent bien et qu'une fois qu'elles ont bien réagi, ça veut dire qu'elles ont remonté une alerte et une information aux analystes. Les analystes peuvent engager leur fonction, c'est-à-dire de qualifier, d'alerter et d'engager des actions défensives et de protection face à ces événements de sécurité. Donc on teste l'efficacité de la SecOps en conditions réelles. Et est-ce que c'est complémentaire, par exemple, d'une approche Red Team ? Est-ce que ça vient en opposition ? Comment ça se positionne par rapport à ça ? Pierre, je te laisse répondre. Oui, aujourd'hui, les bases sont complémentaires du pentest ou des Red Team d'ailleurs. C'est vraiment une approche qui va permettre de jouer sur des axes un petit peu différents. Le premier qu'on peut citer, c'est la capacité d'automatisation que les BAS vont avoir, ce qui va nous permettre d'adresser des périmètres techniques beaucoup plus larges qu'on ne peut le faire avec des approches qui sont beaucoup plus manuelles. La deuxième, particularité des BAS, c'est la capacité que les solutions ont à suivre ce que l'on appelle plusieurs modes opératoires par rapport à une finalité que l'on va se donner. Là où très souvent sur un pentest ou une opération de Red Team, on va effectivement se fixer un objectif en essayant de suivre un chemin pour y parvenir. Le BAS, lui, va au contraire essayer d'avoir un périmètre beaucoup plus large et pour chaque catégorie ou sous-ensemble d'une attaque, dont on parlera probablement tout à l'heure, bien, le BAS va chercher à mutualiser, à simuler les tests sur cet ensemble de diversité.
Oui, pardon, dernier point de complémentarité, c'est que les BAS, alors certes, peuvent être exécutés sur une approche, je dirais, one-shot, mais ils sont surtout très intéressants dans un mode récurrent. Et cette capacité d'automatisation va permettre finalement de mener des stress tests, comme le disait Arnaud, de façon régulière pour évaluer les capacités de détection et des réactions d'équipe sécurité. Alors après, une des différences qui est aussi forte avec les Red Teams, et pour bien montrer que ça joue pas dans les mêmes approches de la cyber, le but d'une Red Team, c'est dans l'idéal, c'est de pas se faire identifier, d'être capable de définir un chemin de compromission qui va permettre d'aboutir jusqu'à l'objectif qui aura été fixé sans se faire voir, pour essayer de travailler au-dessus de la courbe et de la capacité de détection. Nous, notre objectif, c'est de générer du bruit qui doit être entendu par les dispositifs de sécurité pour qu'on s'assure qu'il soit justement opérationnel. Donc on va tirer vers le haut la courbe de détection pour essayer de se rapprocher le plus possible des actions de furtivité et furtive de la Red Team pour essayer de renforcer la capacité des Blue Teams et de la technologie à disposition des Blue Teams à pouvoir identifier les opérations de Red Team. Donc vous touchez déjà en premier lieu les SOC dans les entreprises. Alors les SOC doivent détecter le bruit, prévenir les équipes de sécurité interne, voir s'ils doivent monter en gestion de crise ou pas, détecter si c'est un faux positif. C'est tout cet ensemble que vous permettez de faire. Exactement. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement les SOC sont hyper intéressés par ce genre d'approche parce que ça permet de tester toute l'organisation, les process qu'ils ont pu mettre en œuvre. Mais on a aussi des clients qui engagent ces démarches-là et qui n'ont pas forcément mis en place des structures de type SOC, mais qui ont des départements d'exploitation, de prod, qui sont assez éveillés, qui ont mis en place un Agios un peu efficace et qui veulent tester leur capacité à voir des choses pour pouvoir démontrer parfois une limite qui permettrait d'aller un peu plus loin dans la construction et la démarche de SOC, ou de valider des solutions de type EDR qui auraient été déployées et s'assurer que ça fonctionne bien. C'est effectivement le dispositif dans sa globalité que l'on va évaluer. Donc, comme on le disait tout à l'heure, déjà évaluer les technologies qui sont mises en place pour la partie détection. Donc, ça peut être effectivement des sources d'informations provenant des EDR, des antivirus, des proxys, des firewalls. Le BAS va aussi permettre de tester la capacité des technologies en termes de réaction cette fois-ci. Donc là, on s'approche aujourd'hui sur des sujets d'automatisation autour des SOR notamment. Ça peut être aussi des technologies en lien avec la remédiation, donc comme on l'évoquait à l'instant. Mais dans le dispositif global, pour nous, il y a aussi cette dimension humaine. Donc la partie process organisation, des équipes sécurité, et aussi de la capacité qu'elles ont à interagir avec les autres équipes IT au sein de l'entreprise et tout effectivement ce qui va s'étendre sur la capacité à gérer et intervenir sur la production, par exemple pour mettre fin effectivement à une attaque ou là une simulation d'attaque dans le cadre d'un BAS. Il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante aussi, mais qui est portée par la technologie et son automatisation, c'est que ça permet de travailler sur plusieurs réseaux en simultané. On a des clients aujourd'hui qui sont à l'international. Là, on est en train de finir une deuxième campagne pour un même client qui est en Europe. Il y a plusieurs pays. On envoie nos équipements. L'applicatif est embarqué dans un petit boîtier autonome. On les envoie par la poste sur les différents sites. Et le même jour, le même moment, on va générer les mêmes événements de sécurité pour s'assurer que chacun des sites a la capacité à voir ce qui se passe localement et à remonter les informations en centrale sur un SOC qui agrège toutes les informations et toutes les données. Donc on est capable aussi de jouer des attaques d'ampleur. D'accord. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu peux mettre des boîtiers dans les réseaux internes de l'entreprise. C'est pas uniquement que du test de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un mode interne et externe. C'est-à-dire soit tu le fais de l'extérieur et tu peux aussi le faire de l'interne. Oui, exactement. Alors quand on est sur de l'entraînement de SOC, généralement ils ont une capacité de détection qui est plutôt portée sur les environnements réseau internes. Donc là on plug le boîtier sur le réseau en interne et on va jouer à partir de là. Et le boîtier est piloté à distance par nos équipes qui sont basées à Paris. On a un centre de contrôle qui pilote les différents boîtiers depuis Paris. Alors tu parlais tout à l'heure de bruit. Alors vous avez développé une solution qui s'appelle Black Noise. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou comment vous en êtes venu à développer cette solution ?
Le métier historique d'Erium, je le disais tout à l'heure, ça porte sur les questions de sécurité opérationnelle. On a aidé et accompagné plusieurs clients, certains OIV et puis des acteurs dans le monde sur les secteurs un peu sensibles, dans la construction et la définition de leurs organisations de sécurité opérationnelle. On a travaillé sur la construction de SOC, on a travaillé sur la construction de CERT, on a travaillé sur la construction de FIR, de forces d'intervention rapide. On a une bonne vue des technologies et des outils de détection, toute la composante, toute la colonne vertébrale qui va venir outiller la sécurité opérationnelle. On a piloté et on a accompagné aussi des clients dans l'animation de ce type de dispositif. Donc on en a une vue, je pense, assez complète. Et au bout de quelques années, on a un certain nombre de clients qui nous ont dit, voilà, on a mis en place ces dispositifs. Aujourd'hui, on veut raisonner en mode audit, efficacité, benchmark. Donc on a commencé par faire des approches d'audit assez classiques, des entretiens, des relectures de configuration, des discussions avec des experts. Puis on se rend très vite compte que quand on parle de sécurité opérationnelle, de détection et de réaction sur des événements de sécurité, le meilleur moyen de le tester, c'est de s'attaquer littéralement au système en générant des événements et en voyant ce que le système est réellement capable de voir, d'identifier et comment ces informations techniques sont opérées, exploitées par des analystes et par des opérateurs. Donc c'est comme ça que l'idée a émergé. Et puis après, on a engagé un projet de développement R&D assez long, parce qu'on partait vraiment d'un concept nouveau qui nous a permis de tester un certain modèle d'architecture, plusieurs types d'événements, de scénarios, jusqu'à ce qu'on trouve le mécanisme qu'on a aujourd'hui et qui est commercialisé. Donc vous envoyez une appliance, ça peut être une machine virtuelle, j'imagine aussi ou Non, aujourd'hui, c'est du matériel physique qui est porté dans un petit boîtier. C'est un petit boîtier électronique avec plusieurs cartes électroniques à l'intérieur. Par contre, la question de l'appliance, évidemment, elle est déjà embarquée dans la roadmap d'évolution du produit. Ouais. Et alors, comment est-ce que vous générez ce bruit ou ces attaques Qu'est-ce que vous prenez comme source, en fait? Alors, le premier point, déjà on peut répondre effectivement sur le fait que Black Noise s'appuie sur le framework attack du MITRE qui constitue pour nous le référentiel. Donc ça veut dire qu'on va s'appuyer sur les découpages en catégories, les tactiques finalement que l'on connaît du framework qui vont permettre de séquencer une typologie ou des typologies d'attaque, ce qu'on va appeler effectivement la key chain. Et l'objectif de Black Noise va être de pouvoir reproduire ce qu'on appelle nous des événements. Ce sont finalement des tests plutôt unitaires qui vont simuler des actions dans une de ces catégories données. Et donc, à partir des boîtiers déployés, on va effectivement être en mesure de jouer ces simulations d'attaques, donc des simulations d'événements, soit de façon unitaire, soit de les regrouper pour former ce que l'on appelle un scénario. Et on parlera après des différentes catégories que l'on a pu créer au sein de Black Noise et les différents scénarios possibles. Donc, la construction de ces événements, de ces simulations, elle s'appuie effectivement sur l'expertise du cabinet où on reproduit finalement les mêmes modes opératoires que les attaquants peuvent le faire avec des attaques en développant nous-mêmes nos propres outils ou en intégrant aussi des outils tiers qui peuvent présenter un intérêt et eux-mêmes d'ailleurs être connus d'équipes Red Team ou Blue Team de nos clients. Alors justement, tu parlais de différentes typologies. Tu peux en énumérer quelques-unes ? Oui, tout à fait. Les événements que l'on peut jouer aujourd'hui sur Black Noise sont au nombre d'un peu plus de 160 aujourd'hui, donc soit vraiment des événements, ce que j'appelle moi des tests unitaires, ou donc un regroupement sous forme de scénarios. Alors on travaille sur deux types de scénarios particuliers. Dans un premier temps, ce que j'appelle les scénarios plutôt verticaux, donc c'est la capacité à se focaliser sur une catégorie, donc une tactique du MITRE. Par exemple, on va pouvoir focaliser des tests, donc des simulations plutôt axées sur la composante discovery, donc en amont souvent des phases d'attaque. On va pouvoir également proposer des scénarios verticaux sur les parties plutôt dans les phases terminales, donc vraiment sur la partie exfiltration de données, faire des tentatives d'évasion massive, furtive ou non. Et puis on va travailler sur des scénarios cette fois-ci horizontaux, donc qui vont venir prendre des simulations dans ces différentes catégories, dans ces différentes tactiques, pour reproduire effectivement soit des schémas d'attaque que l'on connaît de type APT, par exemple APT 31 ou bien d'autres d'ailleurs. Mais nous avons aussi construit nos propres scénarios, donc ce qu'on appelle nous RE Network Hacker, donc c'est
simulation d'un attaquant n'ayant pas forcément des compétences techniques très élevées, mais qui va surtout être très bruyant dès lors qu'il est présent dans un réseau interne, ou des scénarios que l'on qualifie de big game hunting. Donc là, la recherche sera vraiment la compromission de l'Active Directory, et c'est des scénarios qui sont typiques de tentatives de déploiement d'un rançongiciel. Et alors, est-ce que ça ferait du sens de générer aussi des faux positifs? Parce que, en fait, tout ça est fait pour justement déterminer la pertinence d'outils ou de process. Et on se rend compte que, par exemple, lorsqu'on a évoqué le point dans le dernier épisode qu'on a réalisé sur les EDR, que des outils qui étaient capables de beaucoup détecter n'étaient pas nécessairement capables de faire la différence entre justement une véritable attaque et un faux positif. Est-ce que ça ferait du sens donc, depuis votre boîtier, de générer des attaques qui ressembleraient à des attaques, mais qui en fait seraient des faux positifs et qui permettraient de déterminer si un événement a sonné alors qu'il n'aurait pas dû sonner? Alors complètement, on pourrait complètement le faire. Aujourd'hui, quand on nous demande des interventions, c'est plutôt pour faire l'inverse justement. C'est souvent des SOC qui sont, ils font le constat qu'ils ont plein de faux positifs, qu'ils ont plein d'informations, que c'est difficile de faire le tri dedans. On va plutôt nous demander de générer des choses qui sont manifestement malveillantes pour faire deux objectifs. Un, s'assurer que les scénarios fonctionnent bien. Donc il y a bien des bips qui remontent. Et puis le deuxième sujet, c'est que dans ce magma et dans cette masse d'informations, que les analystes soient capables de voir, de qualifier rapidement les événements de sécurité pertinents. Mais on pourra tout à fait jouer des faux positifs. L'applicatif, il a été conçu pour pouvoir raconter l'histoire cyber qu'on veut. On va cocher des événements de sécurité dans le référentiel présenté Pierre, puis on peut raconter des histoires spécifiques pour nos clients, et on peut aussi jouer sur des paramètres de furtivité et d'agressivité. On peut très bien avoir des choses qui soient complètement adaptées à un contexte avec un objectif précis, particulier, et faux positif pour en être un. Cette furtivité qu'Arnaud, elle est effectivement très importante pour nous, hein. On illustre souvent le fonctionnement de Black Noise comme étant, de ce point de vue-là, je dirais, assez proche d'un test auditif. Notre but, c'est de générer du bruit, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Donc on peut très bien générer, je dirais, du bruit, du murmure, jusqu'à un concert finalement. Et notre objectif, c'est de voir avec ce niveau finalement en croissant, à partir de quel moment le client va être capable de nous détecter, et donc à partir de quel moment il va être capable d'engager les opérations de réaction. Après, on peut avoir des contextes où on fait un concert, puis en fait, on se rend compte que le public est plutôt sourd. Donc ça donne des marges de progression assez importantes. Je crois qu'on arrive au bout du plan qu'on s'était fixé. Alors, je vais peut-être commencer à poser mes questions, à drifter un petit peu. Mais en fait, j'avoue, j'ai toujours pas compris comment ça marche. Est-ce que c'est de la génération de trafic réseau, ou est-ce que vous exploitez activement des failles? Parce que vous parlez d'attaquants qui vont tenter de prendre le contrôle d'Active Directory. Donc, est-ce que vous allez lancer un zero logon ou un print spooler contre une machine? Et est-ce que tout se passe sur le réseau, ou est-ce que vous faites des actions aussi sur les cibles? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des EDR, comme citait Johan, et l'EDR, il va essentiellement lister les processus, détecter des ouvertures de ports, des sous-processus lancés par SVC Host ou des choses comme ça. Et donc, quand on reste au niveau du réseau, finalement, il y a que les IDS qui peuvent éventuellement voir quelque chose, mais il y a moins d'outils de sécurité au niveau réseau de nos jours, j'ai l'impression. Surtout depuis que HTTPS que le chiffrement du réseau est assez prévalent, on va dire. C'était ma première question. Alors, je peux commencer, Arnaud, si tu veux. On est effectivement sur tout cet ensemble. C'est-à-dire qu'on va effectivement être sur des simulations de flux, par exemple. Donc c'est vrai que des simulations déjà de scan de port, d'identification des services, de recherche d'identifiants et mots de passe. Voilà, tout ça, c'est des actions qu'on peut jouer, et dont finalement les flux vont être très, très typiques, très marqués, et doivent normalement. Alors, on peut toujours reposer la question du nombre de sites qui peuvent être concernés, et de savoir si elles sont sensibles ou pas, et donc si une alerte doit être détectée. C'est d'ailleurs ce qui avait été évoqué dans un précédent podcast, je me souviens, sur les 10 commandements du SOC, et les questions étaient apparues sur effectivement le fait de savoir si un même événement reproduit X fois devait lever une alerte, ou si un événement unitaire devait déjà détecter. Mais voilà, dans tous les cas, tout ce que l'on va simuler ici en termes de flux réseau, une première catégorie de simulation, et puis plus on avance dans les étapes de la kitchen, plus on peut être amené effectivement à travailler après sur d'autres couches. Donc par exemple, en fonction d'un accès obtenu sur un système, on va être capable effectivement
tenter soit d'exécuter un processus, de passer des commandes à différents niveaux. Et donc, ça va être un ensemble effectivement de simulation de flux réseau et après de commandes qui peuvent être passées en fonction effectivement des différentes étapes que l'on lève. Alors, il y a un point qu'on n'a peut-être pas évoqué non plus tout à l'heure, c'est que dans la solution, par un mécanisme d'apprentissage automatique, on va être capable de capitaliser en fonction des différents tests exécutés. Et donc, les résultats d'un test vont pouvoir alimenter le test suivant et donc permettre à la solution de façon automatique d'avancer de plus en plus loin dans cette simulation d'attaque. Oui, parce que s'il y a un événement, si on doit détecter qu'un seul événement dans un réseau d'entreprise, c'est le lancement d'un Mimikatz sur une machine Windows, quoi. Si on doit en garder qu'un, c'est celui-là, quoi. Du coup, tu parlais de rebondir, de pouvoir progresser. Est-ce que au départ, il est possible de fournir des comptes utilisateurs à la solution? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90, plus personne n'attaque depuis Internet en anonyme. La plupart des points d'entrée commencent par un login VPN qui a été volé sur Internet ou par un phishing. Donc en fait, l'attaquant commence avec un login mot de passe utilisateur valide. Quel est le point d'entrée de votre côté? Est-ce que c'est une adresse IP ou est-ce qu'on peut passer des listes d'utilisateurs de domaine, ce genre de choses? Je commence, Pierre, et puis après je te laisserai continuer. Sur cette partie-là, le but pour nous, c'est de faire du bruit et de nous assurer que le bruit il est entendu. Donc on peut travailler sans avoir de compte, on va tenter du bruit de force ou des choses comme ça sur des pages qu'on aurait pu identifier. Donc là on va faire du bruit avec des identifiants qui ne sont pas forcément valides. Et ensuite on va utiliser des identifiants valides pour pouvoir rentrer dans des environnements, pour le coup de manière légitime, et continuer à faire des actions de bruit derrière ces équipements de sécurité. Donc on a besoin effectivement en amont de faire un travail de qualification sur les prérequis, et les prérequis dépendent beaucoup de ce que le client souhaite tester en termes d'événements de sécurité et jusqu'où il nous autorise à aller. Tu reviens sur le fait d'avoir des comptes en boîte noire, boîte grise et boîte blanche, quoi. Exactement. C'est le but du jeu. Ce qui est assez intéressant, est-ce que tu simules la fuite de données? Ouais, on fait... Sans te connecter quoi que ce soit, tu es dans le réseau interne, et puis d'un seul coup, un équipement lambda, à 2h du matin, se met à balancer plusieurs gigas à l'extérieur. Oui, donc là, on a fait plusieurs choses aussi qui sont assez intéressantes. On a conçu une infrastructure de CNC qui se veut le plus proche possible du réel. Donc on a des accords avec des hébergeurs qui sont dans des pays étrangers et qui nous ont permis de blacklister, les guillemets, en tout cas d'enregistrer dans des bases de threat intel des serveurs qu'on appelle les bad guys. Ça, ce sont nos CNC. Donc on fait des flux sortants vers ces infrastructures-là qui sont enregistrés dans des bases de threat intel et qui du coup, a priori, tout flux communicant montant ou descendant vers ces environnements-là doivent faire l'objet d'une détection. On a la même chose avec des environnements légitimes, on a la même chose avec des services Internet vers lesquels on va pousser des données. Et on va plus loin pour tester la chaîne dans sa totalité. On sait aussi que dans le cycle de la sécurité opérationnelle, quand on sort du réseau, il y a des services de type DLD, détection de fuite d'informations, qui permettent d'identifier des documents qui apparaîtraient sur Internet, qui seraient postés, du pass-bin, des choses comme ça. On est capable de générer des fichiers, des faux fichiers en local, dans le réseau, avec des marqueurs spécifiques qu'on communique aux clients. On pousse ces informations sur Internet et ces marqueurs, on les donne aux sociétés qui sont en charge du DLD pour s'assurer que les services fonctionnent bien. Ok, et dans le cadre de cette fuite de données, est-ce que vous avez la capacité de simuler auprès des alertes internes la connexion sur votre équipement d'un NAS en USB? C'est-à-dire que concrètement, une personne interne qui n'est pas autorisée vient avec son NAS dans son sac, dans sa sacoche, le branche sur son PC et se met à pomper toutes les infos qu'il trouve sur les shares. Ouais, ça marche aussi avec une clé USB, ça. Tu branches... Un équipement USB, mais là je prends le cas du NAS, c'est des choses qui sont courantes. Pour nous, en fait, ça va dépendre effectivement après des moyens de détection qui sont mis en place par le client. C'est-à-dire que là, on sort du mode opératoire premier où c'est la solution, donc c'est le boîtier qui simule les actions. Là, ce qu'on évoque, si je comprends bien... Il simule de l'action que tu as un équipement qui est légitime, qui a été mis sur le réseau. Le boîtier, il est considéré comme un équipement légitime. Il n'est pas planqué dans une salle de réunion, dans une prise. Alors, nous c'est
c'est la première partie d'ailleurs de la simulation. C'est que le boîtier, quand il arrive, déjà il va être effectivement connecté au réseau en RJ45 et finalement les premiers événements que l'on va tester et sur lesquels on va évaluer la capacité de détection et de réaction, c'est déjà de voir effectivement ce qui va être permis ou pas, détecté ou pas, au travers du raccordement et sur le réseau filaire très souvent. Et là, c'est pareil. Dès ces premières étapes, on s'aperçoit que certains clients ne sont pas capables nécessairement de lever une alerte suite à la détection d'un équipement qui n'est pas reconnu ou autorisé. Donc déjà, les étapes en amont, elles sont pour nous très intéressantes et c'est souvent déjà très révélateur d'un certain niveau de maturité ou pas en termes de capacité de détection et de réaction. Et après, sur la connexion du boîtier, il y a deux cas. Il y a les cas où effectivement le boîtier est connu, connecté, et les équipes, on travaille avec elles en dynamique, elles savent qu'il y a des événements qui sont générés et sur lesquels elles doivent réagir. Et on a des contextes où il y a uniquement le RSSI et le SOC manager qui sont informés. Et pour le coup, on met vraiment le boîtier dans une salle de réunion. Et là, en plus de tester la capacité de détection par les équipements de sécurité, on va tester aussi les process de hunting. S'assurer qu'ils seront rapidement capables de faire le lien entre l'IP et avec la prise physique et de le localiser rapidement et de récupérer le boîtier. Puis après, on a tout un mécanisme d'investigation. On s'attend à ce que les équipes ouvrent le boîtier. Dedans, ils vont trouver des marqueurs qui permettent de rebondir sur un faux groupe de hackers sur Internet. Le but, c'est pas ce qui s'amuse, mais le but, c'est qu'ils aient vraiment toutes les billes, toutes les informations pour pouvoir rédiger un rapport qui soit le plus complet possible jusqu'à aller chercher de l'information en source ouverte sur Internet. Qu'ils aient le bon niveau de maturité et les bons réflexes en cas d'incident, quoi. Exactement. Alors, si j'ai bien compris, ce boîtier, en fait, il est connecté dans le réseau interne du client. Et tout à l'heure, vous avez mentionné la capacité à le piloter de manière centrale depuis chez vous. Donc, en fait, c'est la backdoor ultime. Enfin, comment il fait déjà pour se connecter à Internet ? Il a besoin des configs proxy d'entreprise ou il a une carte 4G, 5G intégrée ou... On communique en protocole 4G avec lui, donc il a une carte SIM multi-opérateur embarquée, effectivement. Après, c'est une bonne question. On connecte un dispositif sur le réseau d'entreprise, donc évidemment, il y a toute une série d'étapes de sécurité qui arrivent en amont. Quand le boîtier arrive chez le client, il est scellé, il n'y a rien à l'intérieur, l'applicatif n'est chargé qu'à partir du moment où certains contrôles de sécurité et de contrôle d'intégrité ont été exécutés. Ensuite, on charge l'applicatif, on charge les paramètres d'exécution du scénario qui a été construit et validé par le client. On attend un feu vert. Dès qu'on a le feu vert, on commence à générer nos événements de sécurité. Et après, ça dépend du modèle de déploiement qu'on a choisi. On va faire quelque chose de séquencé, on s'arrête à chaque étape, on en parle avec les gens du SOC, ou alors on fait quelque chose de progressif qu'on va pouvoir répéter en journée, répéter la nuit, répéter le week-end pour tester toutes les différentes périodes, les différents moments de la vie du SOC. Et il y a certaines mesures, tu en parlais tout à l'heure Nicolas, sur des événements notamment d'exploitation de certaines vulnérabilités qui peuvent avoir un intérêt dans les phases de détection, s'assurer que cette tentative d'exploitation elle est effectivement détectée par les dispositifs de sécurité. On va les faire avec des opérateurs qui auront un œil dessus et qui valideront les différentes étapes pour pas que tout soit confié à un système complètement automatique, autonome et qui ait quand même un contrôle humain dessus. Apporter un complément à ce que tu évoques Arnaud, c'est effectivement que la solution Black Noise, contrairement à d'autres solutions de base, elle est sur un fonctionnement que nous appelons totalement fileless. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation effectivement d'agents sur les autres composants du système d'information. Donc ça aussi pour nous c'est un des éléments complémentaires en termes de sécurité parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de modification de l'empreinte sur le SI et donc d'éléments qui parfois pourraient persister ou pas à l'issue de campagne et qui eux-mêmes pourraient comprendre potentiellement d'éventuelles vulnérabilités. Donc de ce point de vue-là, on réduit totalement la prise et la modification à la fois de la topologie du réseau, il n'y a pas de changement, mais également des configurations logicielles des équipements. Il n'y a aucune modification. Et là, tu parles du vieux web shell PHP qui est laissé par le pentester sur le site de production et qui est découvert 2 ans après. Sur votre site web, il y a quand même marqué sécurité dans le cloud aussi, mais alors, comme on parle d'appliance physique et de connexion à des prises réseau, quand on est dans une entreprise où 90% du SI tourne dans le cloud, est-ce que c'est encore possible de faire ce genre de simulation ou est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas d'appliance, est-ce que vous avez des machines virtuelles, éventuellement des AMI à déployer sur AWS ou des choses comme ça ou... Non, c'est une bonne question aussi. Sur ces environnements-là, il y a 2 façons d'opérer. On a, et je pense que c'est un des marqueurs aussi qui montre que le marché, que cette problématique est en train d'évoluer, on a des contextes où on arrive à connecter le boîtier directement au data center.
Donc on discute avec le data center qui fournit un service d'hébergement et puis d'applications hébergées, etc. On met les boîtiers chez eux avec des règles très bordées et on va tester directement leur infrastructure à la demande des clients de ces data centers. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à faire aujourd'hui. Quand on est dans un cas où on ne va pas aller se mettre directement dans le data center et donc au cœur du cloud, on va travailler depuis le réseau du client. On va générer des événements de sécurité avec les identifiants dont on parlait tout à l'heure qui vont nous permettre de remonter relativement loin sur les infrastructures cloudées du client et de générer des événements de sécurité sur ces zones-là pour s'assurer que tous les services de sécurité, de surveillance qui pourraient être fournis en complément du service de cloud soient opérationnels. Et comment s'effectue la configuration initiale? Parce que, ayant moi-même fait du pentest manuel, à l'époque c'était un métier d'artisan, ça a pu arriver qu'on mette plus d'une demi-journée avant d'arriver à se connecter au réseau pour tout un tas de raisons. Par exemple, parce qu'il n'y a pas de DHCP, il faut s'enregistrer manuellement les adresses MAC, des choses comme ça. Pour moi, au boulot, par exemple, j'ai un réseau Wi-Fi qui ne supporte que IPv6. Donc, il n'y a pas d'adresse IPv4 qui est allouée, il n'y a pas possibilité de faire de l'IPv4 dessus. Et comment vous adaptez à ce genre de configuration un peu spécifique? Je ne pense pas qu'il y ait des clients qui tournent encore sur Novel Network, mais enfin, on voit l'idée, quoi. Tous les réseaux d'entreprise ne sont pas strictement identiques. Alors, sur ce point, il y a une complémentarité très forte qu'Arnaud a évoqué tout à l'heure, c'est la capacité aussi manuelle que l'on a à opérer le boîtier, à pouvoir intervenir sur ces étapes de configuration. Donc, indépendamment du fait que par ce que j'évoquais tout à l'heure, d'auto-apprentissage ou d'enrichissement automatique, le boîtier va apprendre au fur et à mesure des scénarios et des premiers tests déroulés. Mais effectivement, on a toujours un accompagnement des clients pour les premières étapes de configuration. Donc ça peut être, si jamais il n'y a pas de DHCP comme tu l'évoques, et bien dans ce cas-là, avec l'accompagnement effectivement des équipes sécurité pour franchir les étapes, on va par exemple le paramétrer avec une adresse IP qui nous sera remise. Si effectivement, dès les premières étapes, on s'aperçoit qu'il y a une capacité de détection ou de blocage très forte par du 802.1x, on avancera effectivement avec eux pour lever ces points-là. Donc, ce qui permet déjà d'ailleurs d'évaluer et de confirmer le bon fonctionnement de ces premières étapes du dispositif. Donc, la complémentarité des deux pour nous, elle est très forte. Je dis complémentarité, c'est entre l'aspect automatique, mais également la capacité manuelle que l'on peut avoir à intervenir sur ces étapes-là pour aller le plus loin possible dans les scénarios et donc dans la simulation très complète de l'ensemble des événements. Mais si on suit ton raisonnement, tu as un système de notation ou pas derrière? C'est-à-dire quand tu parles de niveau de maturité chez les clients, par exemple, dans certains types de solutions, tu as de 1 à 40 points, et plus tu te rapproches de 40, plus tu as un niveau de maturité élevé, ou inversement, tu pars de 40 et on te retire à chaque fois un point, et c'est catastrophique. Tu pars comment à la fin de ton audit? Tu as fait ta prestation, tu as déroulé tous les scénarios, il y a des niveaux de maturité qui apparaissent ou pas. Le client, il a quoi? Il a juste t'es mauvais et au revoir ou... Non, on va un peu plus loin. On travaille sur deux axes. On travaille sur la détection et la défense. Donc, c'est deux composantes de la sécurité opérationnelle. Sur la partie détection, les événements dont on parle depuis tout à l'heure, on leur affecte une pondération de gravité, des trucs qui sont plus ou moins importants à voir que d'autres. Et on a des résultats qui sont assez binaires. Travailler avec le client sur ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas vu. On va générer un certain nombre d'événements de sécurité, plus ou moins graves. Il va nous dire ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas vu, et ça nous permet d'établir une note sous chacune des catégories du MITRE qui auront été engagées dans l'audit. Sur la partie défense, on doit raisonner globalement. On ne réagit pas, on ne se défend pas face à une multitude d'événements. On se défend face à une attaque qui est elle-même composée d'une multitude d'événements de sécurité. Donc là, on va chercher à évaluer trois axes. On va chercher à évaluer, le premier point, c'est le fait que l'information soit effectivement bien qualifiée par les analystes. Je compte même plus le nombre de fois où on a eu des incidents de sécurité qui ont été mal qualifiés et puis qui du coup n'ont pas suivi leur petit bonhomme de chemin. Et une fois que la qualification a été bien faite, on va travailler sur l'alerte. Est-ce que l'information est bien remontée dans la chaîne hiérarchique? Est-ce qu'il y a bien un ticket qui a été enregistré? Est-ce que le RSSI a été notifié? En fonction de la gravité, est-ce que l'info elle est remontée aux bonnes personnes? Management, quand on veut enclencher une simulation de dispositif de crise par exemple. Et après, on évalue en discutant avec eux la nature de la défense qui a été prise. On peut avoir une attaque qu'on choisit de laisser tourner pour des raisons stratégiques, surveiller ce qui se passe, récupérer les marqueurs, analyser les PCAP
pour pouvoir voir si on les retrouve pas à d'autres endroits du réseau. Donc, c'est pas parce qu'on a une attaque qu'on va directement aller fermer le serveur, le nettoyer et puis le décommissionner. Et donc ça, c'est des choses qu'on évalue et sur lesquelles on discute avec les analystes pour voir si les process qui ont été appliqués sont les process qui sont les plus pertinents au regard de la nature de la menace qui a été générée et de ce qui est attendu de par l'organisation qu'on teste. Alors, en 2005, Renaud de Raison n'avait pas été bienveillant avec ses concurrents. Il était venu faire une présentation au STIC en expliquant que les scanners de vulnérabilité étaient une source de failles énorme dans les réseaux, parce que si on leur faisait scanner des cibles malveillantes, en fait, ça ouvrait la voie à des attaques de type passe de hache, on pouvait récupérer les credentials, enfin les mots de passe SSH utilisés par le scanner, etc. Je me mets à la place du SOC ou du CERT, qui découvre qu'il y a un device malveillant sur son réseau. Il n'a aucune idée d'où le device est branché. Je pense que la première idée qui vient aux analystes, c'est d'essayer de le contre-hacker, de le counter-hack, pour essayer de prendre la main dessus et essayer de remonter jusqu'aux attaquants. Quelle est la sécurité dans le développement de votre outil ? Pierre, juste en intro, puis après je te passe la main. On a plusieurs mesures de sécurité qu'on ne pourra pas évidemment détailler comme ça. Juste savoir qu'on engage une certification CSPN pour les démontrer. Ça, c'est des choses qui vont être engagées dès le début de l'année. On a déjà discuté avec notre CESTI et avec l'ANSSI sur ces sujets-là. Après, il y a plusieurs mécanismes de sécurité. On a notamment un protocole de kill switch qui est assez radical. On veut pouvoir rassurer nos clients sur le fait que dès qu'ils ont la moindre interrogation, le moindre doute, la moindre suspicion de quoi que ce soit dans laquelle on pourrait ou pas être impliqué, on doit pouvoir arrêter la totalité des opérations. Donc on a un mécanisme assez radical qui arrête à la demande du client la totalité de l'infrastructure Black Noise qu'on aura été amené à déployer. Oui, en complément, comme tu dis, c'est vrai qu'on travaille habituellement sur ce qu'on appelle les différents niveaux de défense en profondeur. Donc on a mis effectivement tout un ensemble de mesures et on est très vigilant sur déjà premièrement la sécurité du système qui est embarqué au niveau du boîtier lui-même. Des étapes également de sécurisation au niveau des développements que l'on réalise, donc qui sont effectivement testés par des automatisations au sein des chaînes CI/CD du processus de développement, testés effectivement déjà par les équipes en interne et pour lesquelles notamment la certification qu'évoquait Arnaud viendra en complément sur cette capacité à évaluer et à restituer un niveau de sécurité et les protections pour terminer se complètent aussi effectivement sur l'infrastructure globale auquel on faisait référence tout à l'heure. Donc le boîtier, quand il est déployé, se connecte effectivement ensuite à un certain environnement pour récupérer dans un premier temps au moins les jeux de test, ces fameux événements. L'ensemble de l'infrastructure répond elle aussi à des mesures de protection très très fortes. Donc voilà, on est effectivement très vigilant sur l'ensemble des niveaux de la solution dans la globalité. Ok. Et alors, votre société est basée où ? On est basé à Paris et à Rennes. On a les équipes de conseil et de R&D qui sont basées à Paris, et puis les équipes de développement qui sont basées à Rennes. On regroupe un peu plus de 45 personnes à date. Et votre marché, il est français, il est européen, il est mondial ? Alors, le marché des basses, il a des perspectives qui sont assez intéressantes parce qu'il y a des estimations de chiffre d'affaires sur 2026 qui avoisinent les 2 milliards. Donc on est sur un marché qui est en véritable accélération aujourd'hui. Nous, notre marché, il est pour des européens. Aujourd'hui, on a des clients qui sont dans les pays frontaliers et on travaille pour des grands groupes qui, eux, nous demandent de faire des déploiements à l'international. Et là, pour le coup, on est sur des couvertures multicontinents. Et est-ce que vous recrutez ? Et oui. Si oui, quel type de profil ? Oui, on recrute des personnes qui ont des compétences d'analyste SOC, des gens qui ont une bonne vue de la sécurité opérationnelle pour nous aider notamment à construire les scénarios et à les faire coller au maximum à ces contraintes et à ces organisations en entreprise. On recherche aussi des développeurs web pour renforcer tout l'environnement web applicatif qu'on met à disposition de nos clients et qui permettent de faciliter l'interaction et l'échange d'informations sur les événements qu'on génère, ce que le client voit. Et puis on recherche aussi des personnes qui sont avec des profils, là je parlais surtout du front, mais avec des profils back pour la partie web, mais aussi sur le développement du corps applicatif en tant que tel. La recherche des profils qu'évoque Arnaud, effectivement, pour nous très importante, puisque la solution Black Noise a obtenu le prix de l'innovation CyberKnight
qui est un événement organisé par Republic IT récemment. Et voilà, ces recrutements sont pour nous essentiels pour accélérer encore le développement de la solution dans ce contexte. C'était une reconnaissance importante pour nous, pas pour le prix en tant que tel, mais pour les personnes qui nous l'ont remis, parce qu'il y avait plusieurs RSSI de grands groupes, et Guillaume Poupard nous avait fait l'honneur aussi d'être présent. Alors, on a dû vous poser la question, mais il y a quand même 2 sociétés françaises. L'une s'appelle Aerium et l'autre s'appelle Aircom. Est-ce que c'est pas un peu malheureux quand même ? Sachant que, bon, vous faites pas tout à fait la même chose, mais vous êtes tous les deux dans le domaine de la cyber. Ça vous a jamais posé de soucis ? Ça ne nous a jamais posé de soucis. On m'a demandé récemment d'où venait le nom Aerium. Je peux vous donner l'origine, comme ça fera la distinction claire avec Aircom. Aerium, c'est un hommage au deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène, très présent dans l'univers. Voilà, pas plus compliqué. Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter en mot de la fin ? Moi, je dirais une chose. Quitte à faire au risque en tout cas de faire un plagiat. Il y a quelques années, l'ancien directeur de l'ANSSI disait « back to the basic ». Voilà, il est temps de retourner sur les fondamentaux de la cyber. Puis justement, les fondamentaux, c'est devenu le leitmotiv de cette année, avec un back to the fondamentaux qui est aussi porté par l'actuel directeur général de l'ANSSI. Je pense qu'aujourd'hui, un des fondamentaux pour les entreprises et les organisations, c'est de s'assurer qu'ils sont en capacité de détecter des attaques cyber, en vrai. Il y a une multitude de briques et de solutions qui ont été empilées, qui ont été embarquées, plein de services différents qui font des promesses d'efficacité. Je pense qu'il est grand temps aujourd'hui de les tester et les solutions de base je pense, arrivent au bon moment et sont en maturité, notamment les solutions françaises, pour répondre à ça. Et c'est pour moi un des enjeux essentiels de la cyber pour les années à venir. On doit être capable de faire face efficacement à des attaques. Oui, pour compléter, pour ce que tu dis Arnaud, pour ma part, c'est parce qu'on démontre effectivement que les SOC ne sont justement pas un échec, que les solutions de base ont tout leur intérêt et leur légitimité pour permettre effectivement de continuer à les entraîner, à les aguerrir et de continuer effectivement à minimiser les angles morts. Donc l'objectif effectivement par cette simulation, la plus continue, la plus permanente et la plus progressive possible, eh bien, c'est de continuer effectivement à renforcer le niveau de détection et de réaction face aux attaques. Très bien. Attention de ne pas provoquer Nicolas même en fin d'émission. Cher Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.